Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Imo, l'émission des décideurs de l'immobilier. Au sommaire de cette édition, on va se poser la question, avec le printemps qui revient, est-ce que c'est également le printemps de l'immobilier? Est-ce que ça va mieux du côté des transactions? On en parle avec Danielle Dubrac, la présidente de l'UNIS. On va se poser la question également des taux de crédit immobilier. La Banque Centrale Européenne vient de les baisser. Est-ce qu'il y a un effet mécanique sur ces taux? Réponse avec Caroline Arnoux, la directrice générale de CAFPI. Et enfin, on parle d'une start-up de la propriété, une PropTech, c'est Néoproprio. On va parler de leasing immobilier. Ben oui, comme une voiture, le leasing, c'est possible pour devenir propriétaire. Smart Imo, c'est parti. Et dans Smart Imo, tout de suite, on accueille une invitée exceptionnelle, c'est Danielle Dubrac. Bonjour Danielle. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente de l'UNIS, un syndicat les plus importants en France. Et avec vous, on parle de ce printemps de l'immobilier. Alors printemps, c'est sûr, au niveau du temps. Mais au niveau de l'immobilier, on se pose des questions justement. On va voir avec vous comment ça se passe sur le terrain, notamment avec les nouvelles mesures, notamment le prêt à taux zéro. Danielle Dubrac, pour commencer, un petit mot sur l'UNIS. Combien de divisions en ce moment? Alors l'UNIS, c'est 5 métiers, donc c'est la transaction, la location, le syndic de copropriété, les experts et les promoteurs et novateurs. Oui. Ça représente 60 000 professionnels, voilà, et 6 300 adhérents dans le cadre de la précédente représentativité. Donc c'est quand même pas mal de monde et du coup on fait des sondages pour savoir si le printemps de l'immobilier, c'est bien pour aussi nos adhérents. Oui, alors justement, j'ai une première question. C'est vrai qu'on sort d'une séquence quand même compliquée pour l'immobilier qui était à plus d'1 million de transactions 2 ou 3 années consécutives. Là, depuis 2 ans, c'est effectivement beaucoup moins. Est-ce qu'il y a eu de la casse justement? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vos adhérents ont dû peut-être licencier certains personnels, ont dû réduire la voilure dans leurs agences? Alors oui, sur les défaillances d'entreprise, il y en a eu effectivement et on voit la casse par rapport aux cartes professionnelles qui sont délivrées ou renouvelées. Il y en a à peu près, c'est plutôt les conseillers immobiliers qui ont eu beaucoup de casse, plus de moins 13 000 cartes de personnes habilitées. Et puis au niveau des cartes professionnelles, on va dire qu'il y a eu à peu près 10% de casse, mais on ne sait pas si c'est de la réalité, puisqu'on voit ça au moment du renouvellement de la carte. Si la carte n'est pas renouvelée, à ce moment-là, elle est radiée. Et donc c'est là qu'on voit la défaillance. Mais au niveau des entreprises, oui, il y a eu plus de, je dirais, 6 000 entreprises qui ont déposé le bilan. 6 000 entreprises qui ont déposé le bilan et chez les adhérents de l'UNIS en particulier. Les adhérents de l'UNIS, je dirais, Dieu merci, pas trop. Certains ont vendu par contre ou se sont reconvertis. Oui. Mais ils sont restés dans le métier de l'immobilier. Très bien. Alors, on se pose la question, évidemment, pour ceux qui restent, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que, voilà, il y a un peu de lumière au bout du tunnel? C'est vrai que là, la séquence économique, géopolitique n'a pas aidé. Est-ce que vous voyez des signaux faibles qui vous disent que ça pourrait aller mieux avec ce fameux printemps de l'immobilier? Alors, on est en crise depuis plus de 2 ans et c'est vrai qu'on ne voit pas de signe net de reprise. Parce que d'abord, quand on regarde les chiffres, moi j'ai regardé l'enquête de conjoncture économique de la Fédération du bâtiment et de la FPI. On a sur les logements autorisés, on a moins 11% au 4e trimestre 2024, janvier 2025. Oui. On a sur les logements qui sont construits, on a moins 2,1%. Sur les logements en vente, ça représente 60 000 logements seulement en vente à l'heure à laquelle on se parle. Ça représente moins 28,9%. Et en même temps, sur les loyers, les loyers, alors là, on a l'Observatoire Clameur, qui est un observatoire des professionnels. On a eu sur 2 ans un IRL qui s'est stabilisé à 7%, alors que les loyers ont augmenté, eux, de 2,53%. Donc on voit bien que la rentabilité est faible. Donc on a à la fois le problème des occupants, des résidents, et à la fois le problème des bailleurs privés. Bien sûr. Et pourtant, on le voit, les Français ont besoin, ont envie de se loger, de déménager. On a l'impression que tout est crispé en ce moment et que ça ne bouge plus, ni dans la location, ni tellement dans la transaction. La clé de voûte, c'est vraiment les primo-accédants, parce que les primo-accédants, ce sont ceux qui vont libérer des logements. Aujourd'hui, le taux de rotation sur 10 ans, il est de moins 7,30%, donc c'est énorme. Oui. On dit qu'il y a une rotation à peu près tous les 4 ans. Et donc parce que justement, il y a un problème d'accès au logement et la clé de voûte, c'est vraiment le primo-accédant. Alors il y a le PTZ dans le neuf, qui peut être une bonne nouvelle,
qui a été institué par la loi de finances, mais il y a aussi surtout les banques. Je pense que les banques, il faut qu'elles desserrent, prennent un petit peu plus de risques et qu'elles desserrent l'octroi des prêts pour les travaux ou pour évidemment l'achat d'un logement neuf. Alors, vous l'avez dit, Daniel, justement, mot, ou peut-être acronyme un petit peu magique, PTZ, le prêt à taux zéro. Prêt à taux zéro qui est d'ailleurs abondé de temps en temps par certaines banques qui vont rajouter un petit complément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en plus, bonne nouvelle, on a aussi les taux de la Banque centrale qui dictent le taux auquel les primo-accédants et les autres vont pouvoir emprunter. C'est en train de baisser. Ça fait une conjonction quand même de bonnes nouvelles, qu'en tout cas, on pourrait retrouver un petit peu de pouvoir d'achat immobilier. Alors oui, c'est vrai, hein, grâce à ça, cette conjonction entre la stabilité des taux quand même, hein, les taux ont diminué, et on le voit au niveau des compromis. Les compromis de vente, ça, c'est ce que nous disent nos adhérents. On a des adhérents qui sont des réseaux d'agences indépendantes ou des réseaux de mandataires indépendants, et on voit que le nombre de compromis augmente. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que l'acte authentique, il va se signer tôt ou tard, mais on a pris beaucoup de retard, malheureusement, l'année dernière. Oui, on se souvient qu'il y avait une formidable, voilà, alors là, c'était l'effet contraire, hein, peut-être un peu d'exubérance en sortie de Covid, avec des prix qui avaient flambé, tout le monde, et l'argent qui était aussi abondant. On a l'impression qu'on a un petit peu la gueule de bois de ces années un petit peu post-Covid. Combien de temps ça met en général, vous qui avez une grande expérience, pour purger une crise comme ça? Il faut qu'il reste des professionnels pour construire, des professionnels pour rénover. C'est quand même ça le gros sujet. Je pense que 2 ans, pour s'en relever, il faut encore 2 ans. Et puis en ce qui concerne des travaux de rénovation, vous savez très bien que dans l'habitat collectif, qui est quand même 60% des bailleurs privés particuliers, le temps de voter des travaux, c'est 3 ans aussi. Donc je ne suis pas sûre qu'on soit sorti. Mais en tout cas, on a touché le fond, ça c'est sûr. Ouais, vous l'avez dit, hein, justement, c'est un des Ouais. 5 métiers de l'UNIS, la copropriété, vous Oui. connaissez ça par cœur. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent, par rapport à un calendrier qui exclut, hein, de facto, depuis le 1er janvier, certains biens à la location, les fameux biens classés G, il faudrait peut-être adoucir, amortir un petit peu ce choc des réglementations. Qu'est-ce que vous en pensez, là, justement? Est-ce que ça serait une bonne idée? On sait, vous l'avez dit, pour la copropriété, par exemple, voilà, entre le plan pluriannuel, le DPE, les diagnostics de performance énergétique, on traduit évidemment, tout ça est très long. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Qu'est-ce que vous demandez? Déjà, ce qu'on demande, mais alors depuis toujours, c'est d'arrêter la réglementation, il faut une stabilité normative et de la réglementation, déjà pour que les professionnels puissent acquérir quand même l'information Oui. et ensuite être ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'autrement, un propriétaire, il va se dire, bon, ça va changer, il est peut-être temps d'attendre. On voit ça aussi au niveau des entreprises, hein, quand il y a un contexte géopolitique particulier, les entreprises, elles investissent pas, elles regardent un petit peu ce qui se passe. On peut quand même dire, en bonne nouvelle, c'est que en 2023, il y avait 1,5 million d'étiquettes énergétiques F et G, des passoires thermiques, et en 2024, il n'y en a plus que 1,3 million. Bon, donc c'est mais Ça ceci baisse un petit étant, peu. ça représente, les propriétaires bailleurs privés représentent presque 16% du parc locatif. Donc Oui. c'est eux qu'il faut aider. Il faut les aider à travers MaPrimeRénov'. Donc il faut vraiment stabiliser la réglementation et l'octroi de MaPrimeRénov'. Et surtout, je dirais, en matière de rénovation, si on veut vraiment que ça se passe et qu'il y ait un confort dans le logement, il faut absolument que les aides qui sont prévues soient préfinancées par les banques. Et ça, c'est pas toujours le cas. D'accord, aujourd'hui on est remboursé a posteriori, ça veut dire qu'il faut avancer des sommes souvent importantes? Oui, alors certaines banques le pratiquent, mais c'est pas la majorité. Ça, c'est très important parce que c'est aussi une aide à la décision. La réglementation, il faut plus qu'elle bouge, et puis il faut que les aides soient préfinancées. Voilà, des aides préfinancées, en tout cas, on le souhaite, pour améliorer effectivement et lier un petit peu plus tout ça. Comment vous voyez la suite de l'année, en un mot, voilà, Daniel Dubrac, à l'UNIS et dans votre secteur? Écoutez, on va essayer d'être positif, hein. Nous, on a vu que Madame Létard avait mis en chantier le statut du bailleur privé, hein, avec Monsieur Daubresse et Monsieur Cosson, qui sont quand même des gens qui connaissent le logement. Donc on va bien voir, on la voit positive, cette suite à venir, sous un soleil aujourd'hui, mais en particulier parce qu'on espère que le bailleur privé sera reconnu comme un acteur économique majeur, puisqu'il loge quand même des Français Ouais. qui devraient aller dans le logement social ou qui n'ont pas de logement. Donc, si on pouvait avoir une sortie positive, nous, notre sortie positive, elle est simple, c'est un régime d'amortissement comptable tout au long de l'exploitation d'un bien, qu'il soit neuf ou ancien,
plus le bien correspond à une valeur en dessous du marché sur le loyer, et plus l'amortissement est faisable. C'est tout simple, c'est un régime qu'on espère de nos voeux. Donc ça, c'est très important, c'est au moins ce qu'on attend là dans l'immédiat. D'accord, donc pas de nouvelles réglementations, sauf peut-être pour ce statut du bailleur privé avec effectivement ces aménagements. Merci Daniel Droubach, je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS et à très bientôt sur Smart Imo. Merci Fabrice. Et dans Smart Imo, tout de suite, on se pose cette question, est-ce que c'est la reprise enfin du crédit immobilier? Est-ce que les taux sont en baisse? Est-ce qu'ils baissent aussi vite que les taux de la Banque centrale? On voit tout ça avec une experte. Notre invitée, c'est Caroline Arnaud. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes directrice générale de CAFPI, courtier en prêt immobilier bien connu des Français. Et c'est vrai qu'on a besoin de vos lumières pour expliciter ce qui se passe en ce moment. Alors déjà, pour votre industrie, ça va mieux. La production de crédit est en hausse. C'est vrai qu'elle était au ras des pâquerettes il y a encore un an. Tout à fait. Elle est vraiment en hausse depuis presque le début de l'année, hein, depuis février, mais avec une accélération au printemps, puisqu'on est toujours dans une période très faste pour le crédit immobilier en règle générale. Oui. Donc oui, les taux ont baissé beaucoup depuis un an et les emprunteurs reviennent sur le marché. Aujourd'hui, nous, on fait plus 40% de demandes de crédit immobilier. Donc on est sur une très bonne dynamique. Ouais, ça veut dire que voilà, les gens repensent à leur projet. Il faut dire que même si les salaires, alors eux, n'ont pas forcément beaucoup augmenté, on a cette baisse des taux qui est considérable. On a gagné quoi? Presque 100 points de base, hein, 1% depuis l'année dernière? Exactement, on a gagné 1 point, parfois même un peu plus, hein, puisque l'année dernière, c'était assez contracté. On avait du mal à aussi avoir des crédits. Là, c'est On était au-delà des on 4%. peut plus oui, exactement, on était au-delà des 4%. Aujourd'hui, on est en moyenne à 3,30 sur 20 ans. 3,30 sur 20 ans. Mais il faut savoir qu'évidemment, selon votre profil, vous pouvez aussi espérer être en dessous de 3%. Hein, donc là, on était plutôt à 4,20, 4,30 aussi, ou 4,40 sur l'année dernière. Donc ça a resolvabilisé beaucoup de ménages hein, qui reviennent sur le marché. Les prix de l'immobilier aussi ont légèrement baissé. Ils tendent aujourd'hui à se stabiliser, mais donc on est revenu dans une resolvabilisation des emprunteurs, peut-être aussi l'envie de réinvestir dans l'immobilier, dans des bonnes conditions. Hein. L'immobilier, ça reste une valeur refuge. On peut avoir des questions sur la retraite, on peut avoir des questions sur la fiscalité, mais voilà, on sait que l'immobilier, c'est une valeur aussi d'investissement. Donc voilà, on est dans un bon moment et puis je pense que les emprunteurs se disent aussi que potentiellement les taux pourraient réaugmenter. Alors justement, on va Voilà. en parler des mécanismes des taux. Juste sur la typologie de ceux qui viennent vous voir, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'investisseurs, notamment avec la loi Pinel qui a disparu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résidence principale. Les gens reviennent pour voilà, leur résidence principale en priorité. Vous observez ça également chez CAFPI? Oui, on observe ça chez CAFPI, mais c'est vrai aussi que nous, on a beaucoup une tendance à servir beaucoup, à travailler beaucoup avec les primo-accédants hein, qui ont besoin de lumière et d'accompagnement. Donc, on a toujours eu beaucoup de primo-accédants, mais oui, plus de 80% sont des emprunteurs individuels. Les investisseurs, effectivement, on a eu toute cette période Pinel, mais on a eu aussi la période des taux très hauts, où quand vous êtes investisseur, vous faites attention aussi au rendement locatif, enfin au rendement de votre investissement. Ouais, là, ça valait plus le coup. Ça valait plus le coup avec des taux à 4%, voilà, c'était au 4,50, ça valait plus le coup. Là, les taux ont baissé, mais en même temps, on a perdu des aides fiscales, hein, comme le Pinel qui s'est arrêté fin d'année dernière. Voilà. Pour autant, il reste encore hein, des niches fiscales, le Normandie, le Malraux, les déficits fonciers. Donc les investisseurs reviennent aussi, mais dans des logiques aussi plus patrimoniales. Et on a beaucoup d'aspirants au logement qui voulaient acheter leur logement, qui n'ont pas pu, qui sont remis sur le locatif, en fait, de plutôt louer qu'acheter quand les Oui. taux étaient très hauts. Et donc, aujourd'hui, on voit une grosse tension locative dans toutes les villes. On nous dit qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à louer, donc effectivement, il y a quand même une demande de location, donc pour un investissement qui peut rester rentable. Ouais, et quand il n'y a plus rien, ça veut dire que c'est cher. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, voilà, rembourser Exactement. finalement son logement plutôt que de le louer. On va parler justement de ces primo-accédants avec le PTZ dans un instant. On reste un moment sur les taux pour bien comprendre ce phénomène, Caroline Arnoux, quand la Banque centrale européenne baisse
ces taux, on se dit, bah, tiens, forcément, ça va avantager in fine l'emprunteur. On va voir ces taux baisser. On voit qu'ils ont du mal à baisser. C'est un peu comme le pétrole. On nous dit que ça baisse, mais à la pompe, on voit rien. Comment ça se fait qu'on ait cet écart, ce différentiel de baisse? Alors effectivement, de tout temps, de ce qu'on a connu, quand les taux de la Banque centrale baissent, les taux Oui, immobiliers baissent et quand on a vu ces hausses des taux régulières les dernières années, les taux augmentent. Alors, les taux de la BCE, ce sont les taux courts. Et les banques, pour fixer leur taux de crédit, se basent plutôt sur les taux longs. Et les taux longs, c'est ce qu'on appelle l'OAT 10 ans, hein, c'est le taux de rendement des obligations d'État, de la dette française en fait, hein. Et ces taux longs, eh ben, ils ont explosé. Ils ont augmenté très fortement ce début d'année avec d'abord les difficultés du gouvernement, du budget, mhm. la notation de la France qui a été un peu Qui a inquiété, abaissée, oui. qui a inquiété liée à sa dette. Et puis ensuite, on a eu ce choc géopolitique avec les États-Unis qui aussi a fait s'enflammer cette fameuse OAT 10 ans. Là, elle a un petit peu rebaissé, elle remonte, elle se stabilise. Donc voilà, on voit que les banques aujourd'hui, qui étaient vraiment sur une pente très baissière hein, et qui ont de l'appétit pour le crédit, il faut le dire, hein, qui veulent avoir des clients, sont un peu dans une phase où certaines ont un petit peu augmenté leur taux, certaines ont un petit peu, sont stabilisées, voilà, en attente de Oui. voir comment s'orientent ces taux longs. Mais les banques, en fait, elles ont aussi d'autres ressources. Pourquoi elles n'ont pas augmenté massivement leur taux alors que l'OAT a grimpé? C'est parce que les banques, pour prêter, elles utilisent l'argent des dépôts qui sont dans leur compte, elles utilisent des obligations, elles émettent aussi de la dette, elles utilisent voilà, aussi du court terme, Oui. du refinancement entre les banques. Donc voilà, Donc elles ont les moyens finalement de certaines pas banques, répercuter. ont la liquidité suffisante pour faire des crédits à un taux qui est plutôt, ils sont plutôt bons, hein, les taux autour de 3, et acquérir des clients. Ça, c'est les politiques stratégiques des banques. Et oui, on rappelle qu'elles ont besoin aussi évidemment de faire de l'acquisition et que c'est vraiment la porte d'entrée. C'est souvent d'ailleurs le moyen de faire changer le client de banque principale et de domicilier ses salaires par exemple sur le compte Oui. bancaire. Et c'est presque le seul, hein, C'est vrai. pour vous changer de banque, effectivement, soit parce que vous déménagez, mais surtout au moment de l'achat du crédit immobilier. Et les banques, il faut savoir que pendant les dernières années où les taux ont fortement augmenté, elles n'ont pas pu faire cette conquête client. Et la conquête client pour une banque, c'est acquérir un client et puis ensuite l'équiper avec des produits d'épargne, avec des produits d'assurance, des produits auto, enfin plein de Oui. produits. Et là, les conquêtes qu'elles n'ont pas faites, il faut qu'elles la fassent maintenant. Donc tant mieux, les banques sont Oui. voilà, à la manœuvre, on va dire. On voit aussi, Caroline Arnoux, qu'elles offrent, certaines d'entre elles, elles boostent le PTZ, le prêt à taux zéro. On en parle parce qu'il vient d'être élargi, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les primo-accédants notamment. Et on voit ces banques qui abondent en quelque sorte. À quoi il faut être vigilant lorsqu'on voit ces offres qui sont quand même assez alléchantes? Alors oui, le PDZ, c'est extrêmement intéressant, hein. Je pense que l'élargissement à tout le territoire et aussi à la maison individuelle, hein, ça, on a relancé aussi un peu le secteur de la construction, ça c'est extrêmement important. Et puis on sait que les jeunes en région aussi aiment bien acheter leur maison. Donc c'est vraiment un point positif. Évidemment, il faut faire attention. Alors, on a plein d'offres qui sont très, très intéressantes, hein, Oui. puisque les banques peuvent abonder. Vous avez votre prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 50% de l'emprunt. Et ensuite, elles peuvent vous rajouter des prêts complémentaires. Mais il faut faire attention à la dernière partie du prêt, hein, c'est-à-dire la partie du prêt Celle qui n'est pas à zéro. qui va être exposée au taux de crédit actuel qui n'est pas à zéro. Et puis aussi aux assurances. Il ne faut jamais oublier l'assurance emprunteur. Donc, même quand vous avez un prêt à taux zéro, c'est extrêmement intéressant pour encore améliorer vos conditions d'emprunt. Ne pas hésiter à négocier la partie du prêt sur lequel vous allez avoir les taux d'intérêt qui sont appliqués aujourd'hui Ouais. et comparer les banques et comparer les offres. Voilà, et même si on n'a pas tellement le choix côté assurance dans un premier temps, on peut la renégocier au bout d'un an. Et ça, c'est intéressant également pour faire baisser le prix global. Ben voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette reprise du crédit immobilier, alors que le printemps de l'immobilier est là. Et c'est tant mieux. Merci Caroline Merci. Arnoux. Je rappelle que vous êtes directrice générale de CAFPI. Et à très bientôt dans Smart Imo. Au revoir.
Et dans Smartimo, tout de suite, on s'intéresse à une toute nouvelle solution pour les aspirants propriétaires. On accueille Xavier Lépine. Bonjour Xavier, Bonjour. un jeune start-upper qui vient de fonder Neo Proprio. Avec vous, Xavier, on va découvrir que le leasing immobilier, c'est possible. Expliquez-nous. En fait, on ouvre une troisième voie. Tout le monde connaît la location. Bon, c'est bien, mais c'est un loyer à fond perdu. Et puis, c'est très difficile de trouver aujourd'hui quelque chose à louer. Oui, Et la propriété classique qui consiste à acheter son logement, mais simplement, c'est de plus en plus difficile. Et quand je dis que c'est de plus en plus difficile, en fait, vous apercevez que depuis 40 ans, finalement, les classes moyennes, c'est devenu celles qui n'ont pas les moyens. Et ils n'ont pas les moyens de quoi? Ils ont de moins en moins les moyens d'acheter. Y compris d'ailleurs quand les taux d'intérêt étaient très bas. On est resté globalement au même taux de propriétaires depuis maintenant plus de 20 ans. c'est vrai. Et donc, les jeunes ménages, les divorcés, les optimistes, ceux qui se remarient, tous ces gens-là, ils ont un mal fou à trouver un moyen d'acheter leur logement. Donc finalement, ce qu'on leur propose, c'est quoi? C'est une troisième voie qui est d'une certaine manière l'adaptation à l'immobilier du leasing de voiture. Tout le monde connaît le leasing de voiture, mais le leasing de voiture, tout ce que vous versez, c'est perdu, et puis parce qu'au bout de 10 ans, une voiture, ça vaut plus rien. C'est vrai. En matière immobilière, dans les logements en zone tendue, les appartements, les maisons prennent de la valeur dans le temps. Donc en fait, on a mis en place un contrat qui repose sur un instrument qui peut paraître barbare, qui s'appelle le bail amphithéotique, mais qui est un droit réel immobilier qui existe depuis des centaines d'années et qui est en fait un droit de propriété temporaire. Donc en fait, le contrat que nous proposons, c'est adapter ce bail amphithéotique à la réalité d'aujourd'hui. Le propriétaire, qui c'est vous, c'est Neo Proprio? Ce sont des foncières qui en fait achètent les biens à des promoteurs, revendent via un bail amphithéotique jusqu'à 25 ans de propriété. Mais du coup, je vais prendre un exemple chiffré, c'est peut-être le plus simple. Vous avez un bien qui vaut 300 000 euros. Si vous voulez le louer, ça va vous coûter 1 000 euros par mois. Il faut le trouver et c'est perdu. Si vous voulez l'acheter, ça va peut-être vous coûter aujourd'hui 1 800 euros de crédit. Le problème, c'est que vous n'avez pas les moyens de payer 1 800 euros de crédit parce que ça suppose que vous en gagnez 3 fois plus. Si vous achetez un bail amphithéotique de 25 ans, on va vous le vendre 50% du prix. Donc, on va vous le vendre 900 euros. Très bien. Par mois. 900 euros par mois, plus une redevance de 300 euros que vous allez payer à la foncière. Donc, ça va vous coûter 1 200 euros, quelque chose qui est compatible avec votre revenu, qui peut être un peu plus cher qu'un loyer, sauf si vous êtes primo-accédant, auquel cas vous avez le droit au prêt à tout zéro. Chez nous, depuis le 1er avril, nous sommes éligibles. Et donc, vous empruntez à la banque deux crédits, un crédit de PTZ et un crédit normal. Et donc, ça va vous coûter 1 000 euros, voire peut-être même moins. Donc, on revient finalement dans ce qu'on aurait payé pour un loyer à fond perdu, mais tout en devenant propriétaire? Tout en devenant propriétaire. Propriétaire pour 25 ans. Mais qui va rester 25 ans dans le même logement? En général, on reste 7, 8 ans maximum? 8 ans, 9 ans, 10 ans en moyenne. Ce sont les statistiques de la Chambre des notaires dans les zones tendues. Donc en fait, concrètement, nous, on offre toute la flexibilité. La sécurité, vous êtes chez vous. Ensuite, on vous offre la flexibilité. Vous voulez partir dans 10 ans, parce que, c'est la vie, quoi. Tant mieux. Et donc, à ce moment-là, on vous rachète votre bail. Et on vous le rachète, ce bail, en fonction du temps que vous l'avez occupé. Mettons qu'on vous le rachète. C'est une formule mathématique très simple. On va vous le racheter minimum. Alors, vous avez payé donc 150 000 euros sur les 300 000. Vous avez acheté 150 000 euros. On va vous racheter 120 000 minimum dans 10 ans. Et on va vous donner aussi la moitié de la plus-value sur les 150 000 s'il y en a une. Donc, peut-être qu'on va vous faire un chèque de 135 000, 140 000 euros. Ouais, c'est pas mal. Toujours à comparer à celui qui effectivement est resté 10 ans locataire. Là, son propriétaire, on est sûr qu'il lui donnera absolument rien. Exactement. Et puis là, vous regardez combien vous devez à la banque. Waouh, vous ne devez plus que 100 000 euros. Donc, vous avez économisé 40 000 euros, l'équivalent de 3 ans, 4 ans de loyer. Et ça vous fait un apport pour acheter en pleine propriété. Pour le prochain projet. Voilà. Autre possibilité, ça vous a permis d'acheter dès aujourd'hui l'appartement dont vous avez toujours rêvé parce que vous avez une famille, mais vous n'avez acheté que
25 ans mais de propriété, mais dans 10 ans, votre situation financière vous permet d'acheter le solde. Et donc, nous, on s'engage à vous le vendre au prix du jour, la partie que vous n'avez pas achetée. D'accord. Aujourd'hui, donc Néoproprio vient d'être lancé il y a quelques mois. Oui. Ça se déploie sur quelle ville, sur quelle commune? Où est-ce qu'on va pouvoir trouver justement des accès? Alors, en fait, on commence forcément sur du neuf parce que c'est plus facile. On travaille aujourd'hui avec de Mathieu Barre Immobilier sur les premières opérations, et puis on discute avec beaucoup de promoteurs pour le généraliser. Donc là, on commence à Tassin-la-Demi-Lune à côté de Lyon, on a une opération à Marseille qui est en plein démarrage, on a une autre opération à Nantes, à Rennes et à Noisy-le-Grand. D'accord. Comment c'est accueilli justement par les gens qui regardent ça? C'est un petit peu nouveau, ça peut faire peur à certains. Oui, c'est un acte notarié. Vous passez chez le notaire comme pour une acquisition. Oui, ça fait un peu peur. On se demande ce que c'est quoi ce truc-là. Maintenant, c'était quelque chose que j'avais testé quand je dirigeais la Française il y a encore quelques années, et ça s'était vendu très très bien, parce que une fois de plus, les gens enfin, il y a un principe de réalité qui s'impose. Vous ne trouvez rien à louer et vous n'avez pas les moyens d'acheter. On vient avec une solution. Cette solution, c'est une solution qui est juridiquement totalement bordée, qu'il faut comprendre, il faut accepter. Par rapport à quelqu'un qui est actuellement locataire, il a tout à y gagner. Oui. Quelqu'un qui avait un 2 pièces et qui a envie d'un 4 pièces, effectivement, il sera moins propriétaire, mais il sera là dans le logement dont il a besoin. Ouais. Donc il y a toute typologie de personnes. Et puis il sera propriétaire, voilà, grâce à Néoproprio, le leasing immobilier. On retient en tout cas cette formule. Voilà, la classe moyenne n'a plus les moyens. Et ben voilà, ça tombe bien, il y a des solutions. Merci Xavier Lépine. Je rappelle que vous êtes donc cofondateur de Néoproprio et à très bientôt sur Smart Immo. Merci.